mesdames, merci de nous regarder et merci de nous écouter. Merci de rester fidèle à votre chaîne. Nous sommes dans le décryptage de l'actualité. Nous traitons d'une question politique ce soir. Nous parlons de ce processus ou de cette procédure pour la désignation d'une candidature commune de l'opposition. Il s'agit carrément d'une analyse générale du déroulement du processus électoral depuis l'entame jusqu'à nos jours. Vous le savez, quelques leaders de l'opposition congolaise étaient en Afrique du Sud pour des travaux préliminaires en vue de la désignation d'un candidat commun. Et vous le savez aussi que parmi les délégués des candidats, il y en a un qui a refusé de signer la feuille de route qui envoyait à la création de la plateforme Congo Yamakasi pour certains, Congo Yasika pour d'autres. Et ce délégué s'appelle tout simplement Devos Kitoko, il est délégué de Martin Fayulu. Il s'est expliqué d'ailleurs sur les antennes de Shalom Radio et Télévision. Il a donné des explications par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et donc, nous sommes autour de cette question, messieurs et dames. Merci de nous écouter. Pour en parler, je suis avec deux personnalités du domaine de la presse. La première, c'est une dame. Elle s'appelle Saintiche Feza. Madame Saintiche, bonsoir et bienvenue. Oh, bonsoir mesdames et bonsoir à tous les téléspectateurs et fidèles de cette émission. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous de m'inviter. La seconde personnalité qui œuvre dans le domaine de la communication des masses, c'est Monsieur Jules Max Mbouyo. Monsieur Jules, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à ma consoeur, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant sur Shalom Télévision. C'est un plaisir d'être dans Décryptage. Encore une fois, merci de répondre à notre invitation. Merci. Messieurs et dames, c'est avec eux que nous allons traiter de cette question en rapport avec le déroulement du processus électoral en République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette plainte aussi, la plainte contre Denis Kadima et Peter Kazadi. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Les auteurs de cette plainte, parmi lesquels nous comptons Théodore Ngoï, qui s'est exprimé d'ailleurs sur la toile et sur vos antennes, vous l'avez écouté. Et donc, ils sont en train de reprocher à Denis Kadima, notamment des irrégularités en ce qui concerne le fichier électoral, la non-publication des listes d'électeurs. Vous savez, les listes électeurs ne sont pas encore publiées jusqu'ici par la Commission électorale nationale indépendante qui a demandé que des personnes aillent dans des centres pour parler avec un préposé à l'affichage pour qu'il leur dise s'ils sont sur la liste ou pas. Et donc, tout ça ne plaît pas à certains de l'opposition, notamment Théodore Ngoï, Denis Mukwege, Martin Fayulu, pour ne citer que ceux-là. Nous parlons du processus électoral en République démocratique du Congo. Madame Saintiche Feza, des leaders de l'opposition congolaise ont envoyé leurs délégués en Afrique du Sud. Les travaux se sont déroulés, des travaux préliminaires, vous le savez, se sont déroulés du 12 au 17 en Afrique du Sud à Pretoria pour la désignation d'une candidature commune, selon ce qui a été rapporté, notamment dans les réseaux sociaux, les médias en ligne. Alors, avant d'aller plus loin avec la question, comment vous trouvez cette procédure, la désignation d'une candidature commune de l'opposition en République démocratique du Congo? Est-ce que ce sera une force pour l'opposition devant Félix Tshisekedi ou c'est carrément s'enfoncer davantage? Je crois que l'idée au départ a toujours été bonne, comme on l'a constaté, voulais-je dire, en 2018, au scrutin de 2018 et aussi à ce scrutin de 2023. Je crois que l'idée, quand vous lisez, ils nous disent qu'ils veulent réunir les forces parce qu'ils sont de l'opposition, ils sont contre le régime actuel et ils veulent en fait mettre les forces ensemble pour se battre contre le changement du régime. L'idée, elle est bonne. Mais ce qui crée un peu de problème, c'est les dessous des tables que les différents leaders apportent lors des négociations. Alors, on se rend compte que dès qu'on arrive à la table de négociation pour mettre les forces ensemble, chacun priorise en fait ses intérêts. C'est là voilà, c'est là qu'il y a un problème et c'est là que le régime en place, c'est que l'opposition
en République démocratique du Congo a une faiblesse. Et pour ça, le régime en place, on l'a constaté même en 2018, pousse toujours l'opposition à aller vers une candidature unique parce que le régime en place sait bien que ces gens-là vont finir par se disputer à cause des intérêts personnels qui les amènent vers les scrutins. Donc, pour moi, je pense que l'idée, au départ, elle est bonne, mais les intérêts personnels créent vraiment, parce que la politique congolaise, elle n'est pas au niveau où on doit croire. Il y a encore beaucoup de choses à revoir au niveau de la politique congolaise, où les gens, en réalité, nous font croire qu'ils viennent pour l'intérêt du peuple, alors qu'ils viennent pour leurs propres intérêts. Parce que si on se bat contre les régimes en place, il faut qu'on arrête les intérêts personnels. Il faut qu'on essaye de se dire, on est là, le régime en place n'a pas pu faire ça, on doit changer les choses. Et si on doit changer les choses, mettons-nous ensemble, réunissons nos forces au lieu d'aller 25 personnes contre une seule personne. Moi, je pense que c'est ça un peu le gros de ma lecture. La parole à M. Jules, je reste avec vous, Madame Saint-Tiche. Après ces travaux de Pretoria, l'on a constaté des choses du genre des candidats présidents de la République qui se désistent en faveur de Moïse Katumbi. Vous le savez, nous comptons Matata Mpogno sur la liste, Seth Kikouni et les autres. Alors, le fait de se rallier à Moïse Katumbi et de se désister en sa faveur, vous faites quelle lecture par rapport à ça? Premièrement, je veux commencer par dire que la division qui s'est constatée au niveau des Pretoria, comme je le disais juste lors de ma première intervention, c'est ce que les régimes voulaient. Est-ce qu'ils puissent être divisés. Mais ces gens-là qui se relient vers, à Moïse Katumbi, il faut savoir que ce sont les intérêts qui trouvent en fait favorable pour eux en se reliant à Moïse Katumbi. Et on est sans oublier qu'actuellement, le candidat Félix-Antoine Tshisekedi se bat directement contre Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est devenu presque le leader ou le candidat phare de l'opposition. Je crois que ces gens-là l'ont compris. Ils se sont dit, je crois que c'est lui qu'on doit relier et nos intérêts, on s'y retrouve dans ce qu'il est en train de faire et les autres ne se sont pas encore retrouvés, ce qui fait à ce que les Délices Sanga, les Mukwege ne se sont pas encore prononcés et l'incontestable opposant Fayoulou qui continue toujours à faire chemin en fait à part et tout. Donc on sent réellement que ces gens-là se retrouvent. Peut-être, voyons voir, on est encore pendant la période de campagne, voyons voir, peut-être à la veille des élections, il y aura du changement, peut-être Délices Sanga va se relier à Moïse Katumbi. Voilà, espérons. Monsieur Jules Max, alors, la procédure pour la désignation d'une candidature commune de l'opposition, même s'il y a certains membres de l'opposition qui n'étaient pas là, qui n'ont pas délégué leurs représentants, comment vous trouvez, vous personnellement, cette procédure qui a été entamée? Les travaux se sont déroulés, comme je l'ai dit tantôt, du 12 au 17. Quelle analyse vous faites de cette procédure? D'accord, merci beaucoup pour cette question pertinente. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais peut-être faire une petite réaction sur deux infos. C'est d'abord Jean-Claude Mouyambo qui autrefois avait annoncé qu'il serait candidat président de la République. Il ne l'a pas fait. Finalement, il avait annoncé qu'il allait rencontrer Moïse Katumbi. Il ne l'avait pas fait peut-être, mais aujourd'hui, il a annoncé qu'il va soutenir, qu'il se rallie à Félix Tshisekedi. Donc, il va les soutenir pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Voilà, donc c'est une annonce, peut-être qu'on peut dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Mais également, cette information qui concerne la campagne électorale qui a démarré depuis le 19 dernier. Alors, il y a les mouvements citoyens qui annoncent déjà qu'ils vont faire une campagne pour dire que ma voix n'est pas à vendre. Parce qu'on s'est rendu compte que chez nous, en République démocratique du Congo, nos voix sont vendues. Or, pendant cette période, nous devons être stricts avec tous les candidats pour dire que ma voix n'est pas à vendre. Parce que si je donne ma voix à quelqu'un qui ne va pas plaider pour moi, c'est toutes les 5 années que je vais hypothéquer. Voilà, donc il faut être vigilant pendant cette période. Nous savons qu'il y a des candidats qui ont fait beaucoup de choses dans cette ville de Lubumbashi, dans ces pays. Il y en a d'autres
à qui on a donné le mandat, qui sont partis simplement dormir et faire le qui sont pour, qui sont contre et qui s'abstiennent. Ceux-là qui faisaient cela n'ont pas droit à avoir nos voix pour ces élections qui sont annoncées pour le 20 décembre 2023. Alors, revenons maintenant à cette question que vous avez posée sur la candidature commune de l'opposition. Ou la probable candidature. Alors, il faut dire d'abord que c'est l'histoire qui est en train de se répéter. L'histoire politique du Congo se répète chaque fois lorsque nous nous approchons vers les échéances électorales. Vous allez vous rappeler en 2018 par exemple, l'opposition qui était unie à Genval, cette opposition s'est divisée d'elle-même. Vous avez cette coalition qui était composée je crois, des 7 grands leaders, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, vous avez Félix Tshisekedi et les autres, Vital Kamerhe, qui étaient ensemble, mais au finish, cette même coalition s'était divisée. Pourtant, il fallait trouver un candidat qui devrait être commun, qui allait représenter l'opposition, face au candidat de la majorité présidentielle qui était Emmanuel Ramazani Shadari. Malheureusement, l'opposition s'était divisée. On a eu une équipe qui soutenait Martin Fayulu et une autre qui est partie au Kenya avec Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, où on a sorti un candidat de Fachivit, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Vital qui s'était désisté en faveur de Félix Tshisekedi, et finalement c'est Félix qui avait été proclamé vainqueur de l'élection du 30 décembre 2018. Alors, quand nous revenons maintenant à ce qui se passe maintenant en 2023, vous allez voir que lors des travaux de Pretoria, il y a des critères qui ont été mis sur papier. Notamment un critère que moi j'ai retenu, c'est les poids politiques que les candidats ont. Vous voyez? Et quand on a essayé d'évaluer parmi les candidats qui étaient favoris à occuper ces postes ou qui devaient être choisis comme étant candidats unique de l'opposition, c'est notamment Moïse Katumbi. Parce que lui, il a une assise politique presque partout en République démocratique du Congo. Ce qui est difficile pour Martin Fayulu, qui, jusqu'à quelques mois, était en train de réclamer la vérité des urnes, d'accepter. Donc ça sera très très difficile, à mon humble avis, de voir cette opposition-là se mettre ensemble et affronter le seul candidat qui est Félix Tshisekedi. Et tout ça a plusieurs conséquences. Le fait que l'opposition va aller d'une manière dispersée, ça donne une passe décisive au candidat de la majorité, au candidat de l'Union sacrée qui est Félix Tshisekedi, de remporter, même avec 20%, je voulais dire. Même si l'opposition, de l'autre côté, prenait les 70%, mais dispersée, et que le candidat de la majorité a simplement 20%, il gagne l'élection présidentielle parce que nous sommes dans un scrutin où celui qui a le nombre élevé de voix passe pratiquement. Donc pour moi, l'analyse que j'ai faite de ça, c'est certains candidats de l'opposition ne veulent pas, comme Saint-Tiche était en train de le dire ici, des égos, des intérêts personnels. On ne veut pas voir l'intérêt commun, mais on voit son intérêt propre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec l'opposition actuelle. Est-ce que vous y voyez quand même une sorte de mercantilisme dans cette affaire, étant donné qu'il y a des candidats qui s'érangent derrière Moïse Katumbi, qui se désiste et cela ressort de ces travaux de Pretoria? Est-ce que ce n'est pas du mercantilisme là? Bon, les alliances se font partout à travers le monde, même dans des vieilles démocraties, les alliances se font, pourvu que cette alliance-là puisse battre celui qui est au pouvoir. Ça s'est fait presque partout. Mais regardez ceux qui sont autour de Moïse Katumbi. Jusque-là, on peut citer Matata qui, lui, peut apporter un plus parce que le Maniema, c'est quand même, lui, le maillot jaune actuellement. Mais dernièrement, il y a aussi Vwemba qui a annoncé, bon, lui, il ne s'est pas désisté, mais qui a annoncé pratiquement qu'il va soutenir Moïse Katumbi. Et lui, c'est le Congo central. Donc, ça peut faire que Moïse... C'est celui qui était le président de l'Assemblée. Exactement. Donc, lui qui était le président de l'Assemblée provinciale, qui annonce officiellement qu'il va soutenir Moïse Katumbi. Donc, tout ça, ce sont des stratégies politiques pourvu que nous puissions, qu'ils puissent. Nous n'allons pas gagner les pouvoirs, nous sommes de la société civile, qu'ils puissent gagner les pouvoirs et apporter leur expertise à la tête du pays. Voilà. Et alors, Devos Kitoko, Madame Saint-Tiche, Devos Kitoko qui a été joint par la rédaction de Shalom Radio et Télévision pour expliquer ce qu'il y a eu en Afrique du Sud, à Pretoria. Devos Kitoko nous a laissé entendre qu'ils se sont rendus compte, quand ils sont arrivés en Afrique du Sud, que l'objectif ou les buts pour lesquels ils ont été appelés sur le plan de l'invitation
n'était pas le même que celui qui était présenté sur le lieu. Il nous dit ceci, qu'ils ont été invités pour une réflexion technique et scientifique sur le mécanisme de rapprochement et de la promotion de la démocratie en RDC, et ce, en cette période électorale, avec comme point de départ le combat contre la fraude électorale. Devos Kitoko dit qu'ils étaient étonnés, étant donné ce qui avait été présenté comme point à débattre ou à traiter sur le lieu. Ce n'était pas pour la désignation d'une candidature commune, c'était plutôt réfléchir sur comment élever le niveau de la démocratie dans notre pays et combattre la fraude électorale. C'est pour cela que Devos Kitoko a refusé d'apposer sa signature sur la feuille de route qui débouchait vers la création de cette coalition, de cette plateforme Congo ya Makasi, Congo ya Sika. Il nous a révélé beaucoup de choses, comme quoi il y a des audios qu'on a présentés pour dire que Devos a refusé parce que eux ont repoussé le camp Fayulu parce que Fayulu les a insultés alors que ce n'était pas vrai, ainsi de suite. Comment vous trouvez cette cadence-là dans cette question? Je crois qu'avant les travaux de Pretoria, tout le monde sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu aussi ensemble avec moi, qu'on nous annonçait déjà que c'était des travaux pour la désignation d'une candidature unique. Alors, mais moi je me dis... C'était un mensonge, il voulait autre chose. C'est ce que j'essaye de développer, c'est que si sur leur invitation c'était mentionné que ce n'était pas pour la désignation d'une candidature unique et que déjà avant les travaux il y a eu des rumeurs, on peut appeler ça rumeurs, sur les réseaux sociaux, nous confirmons qu'il y aura à désignation. Les camps Fayulu devaient directement rappeler les organisateurs pour leur demander qu'est-ce qui n'allait pas. Parce qu'on ne peut pas se dire sur mon invitation il y a autre chose, alors que sur la toile, dans les médias et dans l'opinion publique, on nous dit que c'est pour la désignation de réseaux sociaux, pour la désignation d'une candidature unique, et nous on y va quand même. Non, parce qu'on devait être clair dès les débuts. Et s'ils se sont retrouvés là, et supposons que sur l'invitation était mentionné autre chose qui était contraire à ce qui est arrivé là-bas, ils avaient le plein droit de refuser et peut-être revenir directement auprès du public pour leur dire on a changé. Pourquoi attendre que les choses arrivent là où elles sont arrivées pour nous dire non, on a refusé pour ça. Moi, je pense que chaque parti essaie de tirer les draps de son côté. Chaque parti essaie de tirer les draps de son côté, justifier ses actes. On a vécu ça en 2018. C'est que quand on a choisi Fayulu comme candidat unique après les travaux de Norvège, je crois, c'est que ils ont donné des raisons quand l'équipe Cash s'est retirée pour dire on s'était préparé pour autre chose, mais il y a des gens qui se sont détournés pour faire ceci, pour choisir les autres personnes selon les régions et tout. On préfère faire notre camp à part. C'est la même chose à chaque scrutin. C'est le même problème à chaque scrutin. C'est là, si on veut réellement le changement, comme l'opposition le veut, comme les gens qui sont dans l'opposition veulent nous faire voir, nous devons nous arrêter et dire qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui nous a bloqués, qu'on ne puisse pas vraiment avoir le changement dont on attendait, que ces choses-là ne se répètent pas dans ce scrutin. Parce que ce qui est vrai, que ce soit pour la réflexion technique et tout ce qui va avec, c'est justement, on est en train de chercher le changement. On est en train de se battre pour le changement. Les points à l'ordre du jour, on sait qu'il y a des choses qui peuvent s'improviser. Lorsqu'ils étaient en train de voter le point à l'ordre du jour, si monsieur n'était pas pour, il pouvait s'élever et quitter Pretoria. Et après nous faire le point de presse en nous disant, nous, on a refusé. Monsieur assiste à tous les travaux parce que son président ou la personne qui est représentée n'a pas été élu, n'a pas été choisi. Le camp Fayulu n'a pas fini les travaux. Bien sûr. Supposons que c'est Fayulu qui a été choisi comme candidat. Ils allaient rentrer. Vous voyez que c'est là, en fait, on rentre au même point de départ, l'intérêt personnel. Madame Saint-Isha, est-ce que le camp Fayulu devrait se fier à ce qui se dit sur la toile ou ce qui est sur l'invitation qui leur avait été présentée? Vous savez, nous sommes dans un monde numérique, on n'est plus aux temps anciens
ou quand quelque chose arrive, on s'est dit, ben on va négliger. Non, nous avons l'officiel, nous avons l'officieux aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on sent qu'une rumeur commence à être propagée et que ça commence à déranger nos intérêts, il faut rentrer. Il faut leur dire, on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si le camp Fayulu avait eu le temps de revenir avant d'aller à Pretoria auprès des organisateurs pour leur dire, dites-nous clairement qu'est-ce que nous attendons à la fin de ce travaux, je crois qu'on n'allait pas arriver à tout ça. On allait déjà être fixé avant. Vu que d'autres candidats de l'opposition n'ont pas envoyé leurs représentants, peut-être eux aussi, j'ai dit peut-être, ils ont eu le temps de se renseigner par rapport à ce qui s'est raconté sur le toit. Voilà, à suivre les cours. Être politique, c'est en fait l'art d'être aux aguets, d'être là à écouter qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Voilà, la souplesse d'esprit. Ça nous aide en fait à prévoir. Il faut prévoir ce qui peut arriver, prévoir. Parce que nous tous déjà, on était informés que c'était pour la candidature unique que les opposants se retrouvaient à Pretoria. Sur l'invitation, c'est autre chose, mais il faut nous présenter aussi l'invitation. Hein, parce que jusque-là, on n'a pas encore vu l'invitation. Ah, ok. Monsieur Jules, Max, comment vous trouvez cette cadence qu'il y a entre bon, ce qui se disait sur la toile et l'invitation à laquelle M. Devos Kitoko, qui est secrétaire général de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, le parti de Martin Fayulu, il a parlé d'une invitation et qu'il a constaté qu'il y avait une contradiction entre ce qu'il y avait sur l'invitation et ce qu'ils ont trouvé sur le terrain. Bon, alors, ce qu'il faut dire d'ailleurs à Martin Fayulu, c'est que le jeu qu'il est en train de jouer, c'est un très mauvais jeu. Okay. Oui, parce que ça... Alors, c'est lui qui joue un jeu? Oui, le jeu qu'il est en train de jouer, il est très mauvais. C'est pas un bon jeu. Je demandais à Gilles de ne pas confirmer certaines choses. Oui, bon, j'ai dit simplement, bon, c'est un jeu démocrate, c'est un jeu politique, c'est ça. Donc, nous sommes dans un système où chaque élément est en train de jouer son jeu. Martin Fayulu, il doit d'abord savoir que il était parti sur des très très mauvaises bases. Lui-même doit dire la vérité à la population qu'il avait interdit à ceux qui voulaient candidater de ne pas le faire. De son parti. Aux membres de son parti Voilà. de ne pas le faire. Et je ne comprends pas avec quelle magie Martin Fayulu, même s'il devenait président de la République, il va gouverner le pays. Avec quelle majorité? Avec quelle majorité? On risque de tomber au problème de cash FCC. Exactement. Et à la fin, il va effectivement dire que pendant les 2 ans, j'ai été bloqué. Et puis j'ai travaillé seulement 3 ans sur les 5 ans. J'ai travaillé simplement 3 ans et voici pourquoi mon bilan n'est pas si fameux, parce que je n'avais pas de majorité. Donc, c'est comme ça que j'ai dit au début que le jeu qu'il est en train de jouer n'est pas si bon. Et c'est que Devos Kitoko est en train de dire, c'est pas vrai ce qu'il dit. Ah, ok. Oui, c'est pas vrai ce qu'il dit. Il faut pratiquement dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, Martin Fayulu n'est plus ce Martin Fayulu que la population a connu en 2018. Martin Fayulu, je ne sais pas si non, vous faites... constance politique. Oui, il est constant politiquement, c'est voilà, un opposant. Non, il est radical, il faut dire qu'il est radical, pas constant. Il est comme Feu Etienne Tshisekedi qui était constant, bon, radical. Hein, radical, parce que constant, c'est autre chose, vraiment, c'est radical en fait dans sa position. Moment, même si on faisait appel à lui, bon, il s'est dit, bon, moi je suis opposant et puis je reste dans cette casquette-là. Mais Martin Fayulu a été connu en République démocratique du Congo. C'est vrai, on les connaissait quand Fally Ipupa chantait, n'est-ce pas? On connaissait le monsieur pétrolier. Avec tout ce qu'il a comme bien à Kinshasa. Et c'est le nom que beaucoup de gens connaissaient. Mais en 2018, on a connu Martin Fayulu lorsqu'il y a eu des leaders de l'opposition qui l'ont hissé, n'est-ce pas? Au niveau où Martin Fayulu a été connu en République démocratique du Congo. Oui, on parle de Moïse Katumbi, mais également de Jean-Pierre Bemba, qui ont tout fait pour que Martin Fayulu puisse être connu à travers la République, mais aussi à travers le monde. Donc aujourd'hui, Martin Fayulu doit revenir à la raison et accepter que la candidature commune puisse aller dans les mains d'une autre personne. Ça ne doit pas être nécessairement Moïse Katumbi, ça peut être aussi Noël Tchani, qui réclame aussi qu'il soit candidat commun de l'opposition. Parce qu'il dit que Noël il a plusieurs diplômes qui peuvent faire que la République puisse se développer. Il a une connaissance économique. Et d'ailleurs, pour lui, le premier critère pour être désigné candidat commun de l'opposition, il faut avoir étudié. Donc, d'ailleurs, on lui a même demandé, il faut être docteur.
Comme lui est docteur, il a travaillé aux États-Unis, il a travaillé dans plusieurs institutions de Bretton Woods. Il peut nous apporter son expertise en étant chef de l'État. D'ailleurs, lui, il s'est d'ailleurs réjoui parce que lui a eu sa garde. Les policiers sont déjà chez lui en train de les garder, les candidats présidents de la République, même s'il n'a jamais battu campagne jusque-là. Donc, c'est un peu compliqué avec ça. Martin Fayulu doit comprendre que le jeu démocratique, c'est un jeu comme des pions, comme ceux qui jouent au jeu des dames. Aujourd'hui, c'était toi. Demain, ce sera une autre personne. Donc, vous supposez que Martin Fayulu, le fait que son délégué n'ait pas signé, n'ait pas posé sa signature sur la feuille de route, sous-entend qu'il ne voulait pas que Moïse soit candidat commun. Exactement, en prenant directement les critères qui étaient sur le papier, parce que moi j'ai lu les critères, en tout cas Martin Fayulu n'allait pas être choisi candidat commun. Et Devos Kitoko, qui savait bien qu'avec ces critères, on ne va pas choisir mon leader, un politicien congolais averti, mieux vaut claquer la porte et sortir. Mais ils sont pas allés pour ça. Mais tout à fait, même si il était allé pour ça et que les résultats qui est sorti de là n'étaient pas en sa faveur, il ne peut pas le dire. Sinon, il va trahir, n'est-ce pas, et son autorité morale et même son parti politique. La réalité, c'est que je quitte carrément. J'ai dit que nous, on n'est pas concernés avec ce que vous faites là. Nous sommes venus avec notre propre agenda. Parce que quand on se met ensemble, chacun vient avec son agenda. Et on arrive, on dit, bon, moi, je ne suis pas venu pour cet agenda de choisir un candidat commun. Parce que moi, je croyais que celui qui sera un candidat commun, c'est mon leader qui, selon SID, avait remporté l'élection de 2018. Ce qui n'a pas été prouvé par la CENI, moins encore par la Cour constitutionnelle. Et finalement, il sort. Voilà un peu. Je crois que le problème avec Martin Fayulu, c'est que peut-être on est en train de subir les problèmes de devenir politique en fait de manière prématurée. C'est ce qu'on est en train de vivre parce que on est en 2018 quand on nous fait connaître Martin Fayulu, c'est pas un politicien en fait assez expérimenté. On a accepté Martin Fayulu dans le Grand Katanga, par exemple, parce que Moïse Katumbi est passé et a dit il faut qu'on puisse voter pour Martin Fayulu. Il faut qu'on se le dise, on ne doit pas se voiler la face. En 2018, si Martin Fayulu a eu la popularité qu'il a eue dans le Katanga, c'est grâce à Moïse Katumbi. S'il a eu la popularité qu'il a eue dans l'Équateur et autres, c'est grâce aux différents leaders qui l'accompagnaient. Alors, pour Martin Fayulu, moi, j'ose croire qu'il se disait, comme j'ai eu à affronter les élections en 2018, au scrutin de 2018, inévitablement, je serai le candidat en fait choisi par l'opposition qui devrait représenter l'opposition. Il s'est dit qu'il a eu l'expérience. Voilà, qu'il a eu une expérience et tout. Oui. Mais on doit savoir que c'est pas ça la politique. C'est pas ça. Parce que si à cette époque-là, la candidature de Moïse avait été acceptée, si Moïse était capable de postuler, je crois que les choses allaient être autre chose. On allait en fait se retrouver dans une autre histoire. Peut-être qu'on n'allait jamais connaître Fayulu. Ce qu'on doit savoir, c'est que la politique n'est pas quelque chose qui est radical. La politique change selon les intérêts, selon l'évolution de la société, selon tout ce qui arrive. Parce que je ne vois pas, voilà, les défis qui se présentent. Oui. Je ne vois pas Martin Fayulu arriver ici à Lubumbashi et faire le plein qu'a fait par exemple Moïse Katumbi. On ne sait pas voir un Martin Fayulu qui arrive au Kivu et faire le plein que Moïse est en train de faire, ou faire le plein en fait que même le candidat en fait qui est en face du régime, le président Félix Antoine Tshisekedi dit ce qu'il est en train de faire. Donc on sent que Martin Fayulu est en train de rêver. Déjà le problème de sa manière de rêver la politique en fait dans son petit monde imaginaire, c'est qu'il refuse d'abord que ses députés puissent postuler au regard de tout ce qu'il était en train de relever comme irrégularité du côté de la CENI. Et lui postule. Et lui postule. Même moi, on est des observateurs. Même moi, je peux me dire, mais qu'est-ce que ces messieurs sont en train de foutre? Il a refusé qu'on postule. Et s'il passait président, avec quelle majorité? Avec quel député qui va l'accompagner? Et puis après, on va commencer à se jeter la faute. Aujourd'hui, on est en train de subir ce problème. C'est peut-être ce que les autres partis politiques ont essayé de voir. Aujourd'hui, on a plus de 2000 candidatures de la part de tout le monde. Tout le monde veut
consolider la majorité parlementaire. Pour Parce combien que, de sièges? voilà, parce qu'on se dit, on ne veut pas vivre ce qu'on a vécu au scrutin de 2018. Donc, le départ est déjà difficile pour Martin Fayoulou. Que Martin Fayoulou arrête de nous aveugler, qu'il nous dit clairement ce qu'il veut. Parce que s'il passait à travers son porte-parole, s'il passait... des élections transparentes... s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Crédible, mais qui ne le veut pas? Mais qui ne le veut pas? Qui ne le veut pas? De la fraude électorale. S'il vous plaît, madame, mais qui ne le veut pas? Même celui qui vend les légumes, au fond là de la ville de Lubumbashi, veut que le scrutin soit transparent. Pas au même degré. Je vous assure que tout le monde veut que la personne qui va être proclamée comme président de la République soit réellement celui qui a été voté. Que ce soit Félix Tshisekedi ou que ce soit quelqu'un de l'opposition. Vous voyez, quand on arrive, les politiques en fait doivent comprendre, ils doivent nous dire clairement ce qu'ils pensent. Au lieu de nous cacher les choses, de créer des conflits, de créer en fait comment dire, des confusions dans la tête des électeurs. Parce que c'était évident dès le départ que Fayoulou ne sera pas candidat unique de l'opposition. C'était vraiment évident au regard déjà de la pré-campagne qui s'annonçait. On voyait Martin Fayoulou qui était presque timide, dont on ignorait s'il va réellement aller aux élections et tout. Je crois que c'est le numéro... 21. 21. Oui, Fayoulou. Vous voyez, il vient vraiment en dernier pour déposer sa candidature. Donc on se rend compte que... Non, oui, il y a 26 candidats, presque. Parce que tout le monde est en train de dire maintenant, comme s'il n'a pas permis que les gens puissent déposer, il ne va pas voter. Monsieur Jules Max, à ce stade où nous sommes, c'est vrai que nous sommes en pleine campagne électorale, mais à ce stade, qu'est-ce que nous pouvons faire comme reproche à notre opposition aujourd'hui, sur tous ceux qui se lancent dans cette procédure de la désignation de candidature commune? Bon, des reproches actuellement, je pense que, à part Martin Fayoulou, qui crée un peu de petits soucis, mais les restes d'opposants sont restés dans leurs bottes parce que c'est de moins en moins qui battent campagne d'abord. Depuis que la campagne électorale a commencé, on a vu Félix Tshisekedi, on a vu Moïse Katumbi, on a vu Martin Fayoulou qui est parti juste au Bandundu et puis il est rentré chez lui à Kinshasa. Denis Mukwege, il est toujours à Kinshasa, il a annoncé qu'il sera samedi à Bukavu, le même jour que Moïse Katumbi aussi, il sera le même samedi à Bukavu. Voilà, donc reprocher à cette opposition, c'est que si l'opposition allait d'une manière dispersée, comme je l'ai dit, comme nous sommes dans un scrutin à majorité simple, où celui qui a le plus grand nombre de voix passe président de la République, ça risque d'avoir un petit souci. Quand on veut le changement, on se met ensemble. C'est d'ailleurs le même souci que l'ancien Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, qui est aujourd'hui, tout le monde est en train de se rappeler de ses œuvres qu'il avait posées lorsqu'il était Premier ministre. Déjà en 2012, on avait un taux d'échange qui était stable. Actuellement, le taux d'échange n'est plus stable. Donc, il est en train de, on va dire, chaque jour, nous avons un taux qui change. Et puis, même si les taux changent, et chaque cambiste aussi a son propre taux. Donc, comme quelqu'un disait, Kouya ou Joné. Donc, toi-même, tu viens, je t'ai dit, mon taux chez moi, c'est à 2600. Chez l'autre, c'est à 2700. C'est ce qui se passe au centre-ville. Donc, on n'a pas des taux qui sont fixes. Et Matata Ponyo, qui a compris que aujourd'hui, le candidat qui peut porter la voix de l'opposition, c'est Katumbi. Voilà pourquoi il s'est rallié chez lui. Et donc, vous saluez c'est que Matata Ponyo. Tout à fait. C'est tout à fait normal que quand vous avez en face de vous un candidat président de la République qui a autant de partis politiques derrière lui, ça fait que vous devez vous mettre autour d'une table, choisir une personne qui porte la voix, qui est très très forte, qui va battre celui qui est en face de lui. Mais si vous choisissez quelqu'un qui n'a pas de force, d'ailleurs même si cette personne est élue, n'aura pas des majorités présidentielles ou des majorités parlementaires, ça va poser un sérieux problème. Donc aujourd'hui, le seul grand problème avec l'opposition, c'est de se mettre ensemble pour affronter le candidat de l'Union sacrée qui n'est pas aussi moindre actuellement. Ici, ils ne sont pas ensemble. Vous trouvez que l'opposition, aujourd'hui, ils sont ensemble, les membres de l'opposition? Bon, actuellement, je pense que même si les restes d'opposants ne venaient pas autour de ces 4 leaders qui sont ensemble, je pense qu'ils peuvent quand même faire quelque chose. C'est comme ça que les restes
d'opposants, les restes de la société, notamment la SENCO, veut que le processus électoral soit transparent, veut que le processus électoral soit crédible. C'est notamment publier les résultats qui seront issus des urnes. Saint-Tiche était en train de le dire. Tout le monde veut que le processus soit crédible. Pourquoi? Parce que si le processus de 2023 n'est pas crédible, rassurez-vous qu'en 2028, il y aura un taux très bas de participation aux élections. Beaucoup de gens vont vous dire, bon, finalement, nous votons pour des gens qui ne sont pas déclarés vainqueurs. À quoi bon aller encore voter pour d'autres personnes? Nous préférons aller avoir notre carte d'électeur. Comme nous n'avons pas de carte d'identité dans notre pays, c'est la carte d'électeur qui fait office de la carte d'identité. J'ai ma carte d'électeur, je la mets en poche, ça va m'aider à aller à la banque, retirer de l'argent. Et ne pas avoir des problèmes avec les policiers. Tout à fait. Sinon, on va te demander la carte, tu vas dire, bon, moi, je n'ai pas de carte. Voilà un peu. Donc, l'opposition doit être unie pour battre le candidat de l'Union sacrée qui est Félix Tshisekedi, qui, je rappelle, n'est pas moindre. Voilà. Il faut le dire aussi. Vous ne trouvez pas, Monsieur Jules, que déjà l'opposition est en train petit à petit de se défaire, puisque vous allez vous rendre compte que Monsieur Théodore Ngoï, qui n'était pas à Pretoria, Martin Fayulu, qui a quitté avant la fin, Monsieur Denis Mukwege, qui a maintenu sa candidature, et l'autre qu'on appelle M. Floribert Anzoulouni, je pense, à moins que je me trompe, ils viennent à peine de déposer leur plainte auprès du parquet général. Fameuse plainte. Auprès de la Cour de cassation. D'abord, ils s'étaient plaints auprès de la Cour constitutionnelle, ils ont saisi la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, il y a des membres de l'opposition qui font ce qui est à eux. Et d'autres aussi, la même chose. On sent que déjà l'opposition est en train petit à petit de se défaire ou carrément de se découdre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, il faut regarder aussi le poids politique des autres qui restent là. Moi, je me dis, la dernière émission, j'étais en train de... Quand on parlait des débats contradictoires entre candidats, je me disais, quand on met un débat contradictoire entre Anzoulouni et Noël Tchani, même le niveau d'audience va diminuer. Ah bon? Ah oui, je vous dis. Pourquoi? Parce que ce sont des candidats qui n'ont pas des assises politiques. Dans la masse, faites un micro-baladeur, demandez c'est qui Anzoulouni. Si ce ne sont que les mouvements citoyens, et peut-être certains journalistes aussi. Oui, parce que Anzoulouni vient d'un mouvement citoyen. Plusieurs ne le connaissaient pas quand même. D'ailleurs, même aujourd'hui, plusieurs ne les connaissent pas. Il y a des candidats là, que Noël Tchani, il a été connu grâce à cette histoire-là des pères et des mères. Ah, il est quand même connu. Oui, est-ce qu'il a une assise? Est-ce que Noël Tchani peut circuler à Kinshasa et les gens qui vont accourir derrière lui pour dire vous êtes notre candidat en tout cas et c'est vous sur qui nous portons notre espoir? Bon, si non, je pense pas. Non, je pense pas. Donc aujourd'hui, la configuration politique, vous avez 4 grands candidats aujourd'hui, à part Matata qui a quitté un peu la scène. Donc vous avez Félix Tshisekedi, vous avez Moïse Katumbi, vous avez Denis Sesanga et vous avez Martin Fayulu. Parce que Denis Mukwege, c'est vrai, c'est un docteur, gynécologue, nous le respectons beaucoup, mais il vient d'entrer en politique. Donc, il vient d'entrer en politique. C'est la même question. C'est notre père de manche. Tout à fait. Donc, docteur Denis Mukwege, nous le respectons beaucoup pour tout ce qu'il a fait à Bukavu, le réparateur des femmes, pour tout ça. Mais sur le plan politique, nous devons avoir de l'humilité face aux gens qui ont vécu. Qui se sont battus pendant autant d'années pour bâtir l'image politique. Il a quand même l'air sûr de lui, monsieur. Mais l'air sûr, dans quelle contrée? C'est ça le problème. L'Est de la République démocratique. Mais quel Est si ce n'est qu'à Bukavu? À Bukavu où il y a son hôpital de Panzi. Mais dans le reste de la République, est-ce que le docteur Denis Mukwege peut battre campagne et se faire élire par même 1 million de personnes? Je ne pense pas. Est-ce que les docteurs arrivaient à convaincre? Oui, mais non, attention. Chez nous, en République démocratique du Congo, c'est de moins en moins que le projet de société parle. D'abord, on regarde, il est d'où? De chez nous. C'est comme ça. Quand vous essayez, et il a fait quoi? C'est la deuxième question.
c'est peut-être les intellectuels qui comprennent qu'il faut vraiment les projets de société. Le plan d'action. Les plans d'action, pas les histoires de parce qu'il est de chez nous. Hein, chez nous, on dit même si notre frère a échoué, il faut toujours les soutenir. C'est comme ça qu'on dit. Notre frère, même s'il a échoué, il faut les soutenir. Non, c'est notre frère, il faut aussi qu'il soit président de la République. C'est notre sang. C'est notre sang. Non. La République ne peut pas évoluer comme ça, avec des humeurs tribalo-ethniques. Non. La République a besoin des gens qui amènent un projet convaincant qui va amener le pays au développement. Mais c'est vrai, il peut avoir un projet, mais pour ce pays encore embryonnaire, pour ce peuple qui est encore embryonnaire, les projets de société parlent de moins en moins. Donc c'est comme ça que j'ai dit, Dr Denis Mukwege devrait tout de même s'humilier. L'humilité, même Jésus nous demande qu'on soit humble, pourvu que cette opposition, le peu de gens qui vont élire et qui pouvaient élire le docteur Denis Mukwege à Bukavu ou disons dans le sud Kivu, ça peut bénéficier aux candidats de l'opposition afin d'encercler le candidat de la majorité. Donc c'est un peu ça la conférence. Oui, il doit accepter de se rallier. Il doit accepter de se rallier pour la cause commune. Parce que au finish, si c'est l'opposition qui gagne, il y aura le partage du pouvoir. Pas un partage du pouvoir sur base d'un dialogue, mais un partage du pouvoir sur base du combat que vous avez mené. Je vous ai soutenu, je vous ai apporté mes voix et j'ai droit à une quote-part lorsque vous serez président de la République. Sinon, c'est une passe décisive, comme je l'ai dit toujours, au candidat de la majorité, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui continue aussi à battre campagne. Madame Saint-Tiche, vous trouvez qu'à ce stade dans notre pays, nous connaissons des partages de pouvoir sur base du combat, comme l'a dit M. Jules. Est-ce que ce n'est pas sur base des intérêts personnels? Je pense que vous avez semblé dire quelque chose de ce genre tout à l'heure dans votre allocution. Bon, ce qui est vrai, c'est que les intérêts priment tellement en politique en République démocratique du Congo que deux fois la population est écartée. Tout le monde veut diriger le Congo. Pour quelle raison? Peut-être on le sait ou on ne le sait pas. Peut-être que chacun veut un jour marquer l'histoire en disant que j'étais président de la République. Mais est-ce qu'on connaît l'intérêt de la population? Comme on l'a dit, moi je veux d'abord revenir sur la question que vous avez eu à poser à monsieur, à monsieur Jules, qu'est-ce qu'on est en train de reprocher à l'opposition aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons reprocher? Ou qu'est-ce que nous pouvons reprocher? Qu'est-ce qui manque à cette opposition? L'opposition refait les mêmes erreurs à chaque scrutin. L'histoire se répète sur le plan de la population. Toujours. Je l'ai dit au début. On nous amène à choisir une candidature unique parce qu'on sait que c'est là qu'ils vont se tuer. On sait que c'est là qu'ils vont se diviser. Pendant qu'on est en train de se battre, pendant que les autres sont en train de battre campagne, il y a un groupe de l'opposition qui part déposer des plaintes contre Denis Kadima, disant qu'il y a des irrégularités qui s'est fait ressentir. Supposons que cette requête est acceptée au niveau de la Cour de cassation. C'est-à-dire, on arrête le processus électoral. On ne va pas continuer jusqu'à ce qu'on puisse régulariser la situation. Oui, c'est vouloir une chose et son contraire. Mais qui est bénéficiaire de cette décision? Mais c'est les présidents en place. Qui est candidat? Il va faire le glissement parce que notre constitution nous dit que tant qu'il n'y a pas élection, le président en exercice reste président de la République. Donc on ne peut pas vouloir chercher à ce qu'il puisse avoir changement, mais tout en étant les personnes qui vont bloquer ces changements. À ces niveaux, les gens de la majorité, le pouvoir en place, sont en train de se frotter les mains, en train de dire, ok, ça va, on aura une raison de dire, si on n'a pas organisé les élections, c'est parce que l'opposition, une partie de l'opposition n'a pas voulu qu'on puisse tenir les élections. Ils ont relevé les irrégularités, alors que Kadima a promis que ces irrégularités seront revues pour que les choses puissent aller très bien. Vous voyez que là, l'opposition est en train de faire les mêmes erreurs. On s'est retrouvé en 2011, je crois que c'est en 2011, non, je crois que ça doit être en 2011, où on est parti aux élections sans l'IDPS, ça doit être en 2011, 2006. Voilà, 2006. Oui. On est allé au scrutin sans l'IDPS parce que l'IDPS ne voulait pas. Il a décrié les irrégularités. Donc, à chaque scrutin, on a le même problème, on a les mêmes difficultés. Il est temps que l'opposition, je répète encore, il est temps que l'opposition puisse s'asseoir et se dire qu'est-ce qu'on a commis comme erreur, qu'on ne doit plus refaire,
qu'on ne doit plus se retrouver là avec les pouvoirs partagés, on s'est mis sur la table, l'autre à la majorité, qu'est-ce qu'on doit faire? Madame Sainty, quand il y a des irrégularités, qu'on n'en parle pas, qu'on se taise. Mais qu'on en parle, il fallait le dire dès le début, qu'on s'arrête. Oui, mais si on ne les constate pas au début, on les constate après. S'il vous plaît, au niveau où nous sommes, imaginons qu'on nous annonce, on est au niveau de la campagne électorale, à quelques jours du scrutin, voilà, on nous annonce qu'il n'y a plus élection. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on va créer? L'intérêt commun doit primer sur nos intérêts personnels. On ne peut pas annoncer qu'il n'y aura pas élection, on modifie carrément certaines choses, certaines structures, les animateurs, ainsi de suite, et les choses évoluent. Mais à cet instant, si on veut changer les animateurs de la CENI, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps pour ça. Je crois que la meilleure façon, ces irrégularités, qu'on ne se trompe pas, ces irrégularités étaient présentes depuis les débuts. Parce que depuis les débuts, l'opposition nous dit, déplore. Mais pourquoi on est arrivé au point de déposer? C'est parce qu'ils se sont dit, si on ne dépose pas, on va dire que c'est nous qui ne sommes pas prêts à aller au scrutin. Vous voyez? Parce que la CENI n'a pas écouté. S'il vous plaît, vous voyez la politique, on le sait, oui. La politique, c'est un domaine où tous les coups sont permis. C'est de la versatilité. Parce que là, à ces niveaux, les régimes en place est en train de se frotter les mains, est en train de rire de ce qui s'y passe. L'opposition divisée à cause de la candidature unique, l'opposition divisée à cause des élections. Martin Fayulu qui arrête de battre campagne, parce que pour moi, il arrête. On n'est que sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut qu'on se dise que la situation actuelle nous montre que les candidats battent plus campagne sur les réseaux sociaux, sur Internet, qu'en présentiel. Donc, Martin Fayulu s'arrête pour aller déposer une plainte pendant que les autres sont en train de présenter leurs projets de société et tout. Ils font les choses en même temps, ils font deux choses. Comment on peut faire deux choses? Chercher à ce qu'on puisse nous élire et en même temps chercher à ce que les scrutins puissent être revus et tout. Vous voyez, tout ça devait se faire dès les débuts. Dès les débuts. Tant qu'on acceptait de se lancer dans ça, donc on accepte. Le FCC, les gens qui sont restés fidèles au FCC, ils ont vu le mal qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ils ont refusé d'aller au scrutin. Ils ont maintenu leur propos. Voilà, jusqu'ici. Ils ne sont pas morts. Jusque-là, ce qui se passe, ils peuvent se dire, on avait prévenu la population en leur disant que la CENI n'était pas crédible. Les animateurs de la CENI n'étaient pas crédibles pour qu'on aille au scrutin. Pourquoi est-ce que Martin Fayulu n'a pas fait ça? Pourquoi attendre au niveau où nous sommes? Il avait arrêté à un moment et puis il est revenu. Ben, vous voyez que c'est vraiment... Monsieur Gilles, oui. Monsieur Gilles, dites-nous un peu, il y a quand même, en parlant des irrégularités qu'on enregistre du côté de la CENI, Monsieur Gilles, qu'est-ce qui explique le fait que jusqu'ici, les listes électorales ne sont pas affichées? Bon. Est-ce que c'est normal cette question-là, le fait de ne pas voir ces listes-là? Bon, je crois que le président de la CENI avait répondu à cette question. Dans un communiqué ou dans une réponse au leader de l'opposition qui a demandé pourquoi les listes ne sont pas encore affichées jusqu'ici. Il avait dit qu'on pouvait avoir ces listes sur le site de la CENI, on pouvait y aller et puis trouver le nom, mais je crois que les listes, tout à fait, je crois que les listes doivent être affichées avant le scrutin parce que il faut que chaque électeur sache dans quel bureau il doit aller voter. Parce qu'il ne faut pas arriver les jours du vote et vous arrivez là mais vous ne trouvez pas votre nom. Oui, ça tarde. Ce sont des petites choses comme ça qui mettent un peu les doutes pour certaines personnes qui pensent que est-ce que le 20 décembre, la date sera respectée exactement. Il y a certains candidats qui se posent toujours des questions. Est-ce que vraiment le 20 décembre il y aura élection? Parce que certains se posent même la question comment on va acheminer les bulletins des votes dans tous les territoires, dans tous les bureaux de vote à l'intérieur du pays. Jusqu'ici, bon, on a vu que Congo Airways a eu quand même un avion, un appareil, mais le président de la CENI a plus sollicité la MONUSCO pour déployer les matériels à travers la République démocratique du Congo. Est-ce que ça sera possible dans les 1 mois qui nous reste ici pour que nous puissions déployer tout? Ce sont des questions qui se posent à ce niveau. Mais je voulais juste réagir sur ce que ma consoeur a dit ici, que
la majorité était en train de se frotter les mains. Moi, j'ai dit non. La majorité ne veut pas se frotter les mains parce que la majorité voit aussi le danger qui arrive. Lorsque nous arrivons le 20 décembre et qu'il n'y a pas élection, toutes les institutions tombent dans l'illégitimité. Et en ces moments-là, les forces en présence doivent se mettre autour d'une table pour discuter. Et lorsque les forces doivent se mettre autour d'une table, le grand perdant actuellement sera l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et ce sera par contre le FCC de Joseph Kabila qui sera bénéficiaire. Parce que le FCC a boycotté les élections. Le FCC a dit catégoriquement que nous, on n'ira pas à ces scrutins-là. Et exactement, il n'y a pas de processus électoral. Et lorsqu'on va arriver le 20 décembre, s'il n'y a pas élection, l'Union sacrée sera obligée d'appeler Joseph Kabila pour lui dire, monsieur, bon, nous sommes au stade où nous sommes, il n'y a pas élection, donc nous sommes obligés de parler, un dialogue pour partager les pouvoirs. Et je vous dis, il y aura des quotas plus pour l'opposition que pour la majorité. Et à l'allure où la situation économique est en train de s'empirer, ça sera très désavantageux pour le chef de l'État actuel. Parce que regardez sur le terrain, ce sont les biens qui sont en hausse, c'est le dollar qui est en hausse, c'est le loyer qui est en hausse. Mais les travailleurs dans les entreprises se plaignent du fait que le salaire n'est pas... Oui, le salaire n'est pas haussé, mais le dollar est en hausse. C'est ça le problème. Donc, le dollar est en hausse, mais le salaire n'est pas en hausse. Le loyer est en hausse. Voilà. Quand vous allez, il y a toujours des bailleurs qui haussent même les loyers. Mais on ne comprend pas. Mais vous savez pourquoi votre maison, vous ne l'avez pas modifiée? Non, dollar il n'a pas. Dollar il n'a pas dans la mini pandiche. Vous voyez un peu. Et ça, ce sont des indices qui vont peser sur le pouvoir actuel. Et la population risque de se lasser pour ça. Donc, l'Union sacrée a tout intérêt d'organiser les élections. C'est comme ça que j'ai dit, la majorité ne se frotte pas les mains. La majorité voit les dangers en face. C'est très difficile de se frotter les mains parce qu'il y a un grand danger face aux différentes forces. Vous pensez que toutes ces dépenses que Moïse Katumbi est en train de faire, et arrivé le 20 décembre, il n'y a pas élection? Comment est-ce qu'il va se prendre? Et même les gens de l'Union sacrée qui ont fait des grosses affiches, ici on voit à Lumbashi des grosses affiches, et arrivé le 20 décembre, toutes ces dépenses, on vous dit, bon, il n'y a pas élection. Vous voyez un peu? Donc, l'Union sacrée a tout intérêt, bon, ce n'est pas l'Union sacrée quand même qui organise, mais c'est le gouvernement qui finance la CENI. Le gouvernement a tout intérêt de financer la CENI pour qu'il y ait élection le 20 décembre 2023. Voilà, c'est très très important. Je crois que je vais essayer de réagir quand je parle du pouvoir en place qui se frotte les mains, parce qu'on a essayé de dénoncer au début que ces régimes en place cherchaient à ce qu'ils puissent avoir glissement. Mais si c'était ce pouvoir en place qui avait dit on n'a pas le moyen pour organiser les scrutins, la faute devait tomber sur eux. C'est sur le pouvoir en place que la responsabilité devait tomber. Mais à cet instant, si c'est l'opposition, lui-même, après avoir été au niveau de la Cour de cassation, bloque le processus électoral, je crois qu'il y aura une raison pour la majorité. Oui. Cette plainte-là sera déclarée recevable et non fondée. Ça, c'est mon point de vue. Oui, il faut le savoir. Il faut le savoir que la politique, c'est une stratégie. On n'a pas le moyen peut-être pour le faire, mais si nous déclarons qu'on n'a pas le moyen de le faire, laissons que les autres puissent les démontrer. Et puis après, on va dire, nous, on avait envie d'organiser les élections, mais l'opposition n'a pas voulu. Voilà pourquoi ils sont allés réveiller, aller chercher les poux sur la tête d'un chauve pour démontrer que les élections ne devaient pas avoir lieu. Et la Cour de cassation a bloqué les choses. Donc, on est en train de chercher un bouc émissaire, quelque chose qu'on a constaté avec les régimes actuels, c'est qu'on cherche toujours des boucs émissaires. Ah ok, jeter toute la faute. C'est là que je dis que le régime en place va se frotter les mains. Le régime en place, il faut qu'on se le dise. Il y a eu ce qu'il y a eu. Jusque-là, il y a une partie de l'argent qui n'est pas encore déversé. C'est un problème. 400 millions de dollars américains. 400 millions de dollars américains. À croire, voilà. Voilà. Malgré qu'il continue à affirmer qu'il y aura élection. Jusque-là, le kits ne sont pas encore déposés, ne sont pas encore déployés.
C'est déjà un problème. Le pouvoir en place sait qu'il y a un problème. Mais il ne sait pas vous dire qu'il y a un problème. Mais il veut que l'opposition puisse le dire. Pour qu'après, pour que après qu'on dise c'est l'opposition. Ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas. Ils veulent ceci. Vous voyez, on vous a toujours dit que l'opposition ne veut pas, n'a jamais été prête pour les élections. Parce qu'ils ont pris cet argument depuis les débuts du processus électoral. Ils disaient, nous sommes prêts à aller aux élections, mais l'opposition n'est pas prête. Quand l'opposition a commencé à décrier la légitimité de Denis Kadima, vous les avez entendus, on les a entendus sur les réseaux sociaux, sur les antennes, sur nos ondes. On les a entendus dire que l'opposition avait peur d'aller aux élections. Alors quand ils ont lancé, ils attendaient que l'opposition le freine. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Ils attendaient à ce que l'opposition puisse dire non, nous, on ne va pas aller, allez-y vous-même, organiser. On n'allait pas organiser les élections sans une partie adverse. Donc, tout ce temps, le régime en place est en train d'attendre que l'opposition puisse dire on ne va pas y aller. On ne va pas y aller, on est dans la campagne. Moïse Katumbi peut-être, Matata Mponyo et les autres ont compris cela. Ont compris, ils se sont dit allons-y. Allons-y qu'on montre les failles maintenant de ce régime. C'est qu'ils étaient en train de craindre réellement. C'est là que je dis bien sûr qu'il peut y avoir partage de pouvoir. S'il vous plaît, l'idéal c'est que tout le monde, que l'opposition puisse avoir le grand quota. On l'a vécu avec Joseph Kabila. Quand ils sont allés à la table ronde pour parler, est-ce que l'opposition a eu réellement ce qu'il voulait? Nous savons tous, s'il vous plaît, vous pourrez réitérer la question. C'est la question ou c'est juste la conséquence de ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'après ces assises, pour un dialogue en vue de résoudre la question, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Nous le savons, le Premier ministre a été nié. On a dit que le Premier ministre n'était pas de l'opposition et qu'il avait déjà quitté l'UDPS, ça faisait longtemps. On a eu des problèmes, autrement dit, rien n'a changé. On a empiré la situation jusqu'à ce qu'on est arrivé au scrutin. Donc, il faut dire que essayer d'aller au glissement pour attendre que les processus soient crédibles restera toujours en faveur de celui qui est au pouvoir. Parce que tout nous a été, on nous a piégés au niveau de la Constitution, que les gens ont voté peut-être sans savoir lors du référendum. Donc, on nous a piégés là. À aucun moment on a dit, s'il n'y a pas élection, le président actuel va tomber et puis il y aura l'intérim. C'est déjà là qu'il y a le piège. Et là, le régime en place sait lire cette constitution, sait interpréter cette constitution et attend simplement qu'on puisse bloquer les processus électoraux pour qu'ils se disent, Fachi reste président de la République. Une réaction, je crois que, bon, nous parlons presque la même chose. Comme ça, j'étais en train de dire que Martin Fayoulou, c'est le jeu qu'il est en train de jouer. Hein? Quand Saint-Tiche était en train de dire que avant l'opposition voulait, n'est-ce pas, bloquer la machine, c'est que le pouvoir voulait, parce que c'est comme ça. Ce sont des jeux. Lorsque tu mets un pion et que ton pion est en danger, on le consomme. Donc il faut avoir des stratégies pour bien jouer afin que vous allez jusqu'à voir la victoire finale. Donc actuellement, la seule option qui reste, c'est l'organisation des élections. Le 20 décembre, bon, nous pouvons accepter un glissement parce que c'est aussi possible que ça ait lieu, un glissement d'une semaine comme Corneille Nangaa l'avait fait, mais la seule option pour notre pays, la RDC, c'est d'avoir des élections. Pourquoi? Parce que les bailleurs des fonds qui sont en train de vous observer et même la consolidation de la démocratie, ça passe à travers l'organisation des scrutins réguliers, pas des scrutins irréguliers. Nous devons avoir un cycle électoral qui est régulier. S'il est de 5 ans, renouvelable pour le président de la République une fois, et pour les députés, renouvelable autant des fois, même si lorsque nous serons députés, nous allons aussi voir cet aspect des choses. Il faut qu'il y ait élection à la date prévue. Vous serez député? Oui, pas pour maintenant. Ok. Pas pour maintenant. Donc, M. Jules se propose déjà que... Oui, nous serons députés lorsque la chose publique sera considérée comme un apostolat, pas comme un business où on doit aller trouver de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un cas très simple. Pour les municipales à la commune annexe, nous avons 520 candidats pour 11 postes. Alors dites-moi un peu, 11 postes pour des conseillers communaux seulement, 11 postes, mais on a 520 candidats. Et même les 26 candidatures pour la présidence, c'est quand même énorme. C'est énorme. C'est la présidence de la République. Tout à fait, c'est énorme. Bon, on peut comprendre qu'il y a un candidat qui est venu de chaque province, mais c'est quand même énorme tout ça. 26 provinces, donc, 26 actuellement, candidats. tout ce qui nous reste,
avec la majorité, c'est l'organisation des élections, et que soit le président Félix Tshisekedi renouvelle son mandat, qu'on lui accorde 5 prochaines années, soit c'est l'opposant qui prend le pouvoir, et un opposant à qui la population va penser que c'est en elle que nous plaçons notre confiance pour le développement de ce pays. C'est tout ce que nous voulons. Monsieur Jules, vous allez directement conclure parce que nous sommes à la fin. Vous allez conclure par rapport à ce sujet. Nous avons traité des contours de la candidature commune de l'opposition, le déroulement même du processus électoral. Votre conclusion partielle d'ailleurs. Oui, ma conclusion, c'est tout simplement dire à la population congolaise d'être vigilante parce que les élections approchent. Nous devons choisir des gens qui vont amener ce pays au développement. N'élisons pas des gens qui vont venir et après partir et le pays reste le même. Nous déplorons que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas du courant, nous n'avons pas de bonnes écoles, nous n'avons pas de bonnes routes, nous n'avons pas d'emploi, parce que c'est aussi une bonne question. Le taux d'échange ne fait que grimper. Nous n'avons pas des petites et moyennes entreprises qui peuvent engager les jeunes qui finissent les études. Nous n'avons pas des entreprises qui produisent localement. Nous ne sommes que des importateurs. Alors nous demandons à la population congolaise, c'est vrai, les candidats, ils viendront nombreux pour vous séduire avec différents biens, il n'y a pas de problème, mais faites un vote utile. Comme je l'ai dit, nous connaissons ceux qui ont été élus en 2018 et qui ont parlé pour notre cause. Et nous connaissons ceux qui ont été élus et qui sont partis, qui sont revenus comme ces oiseaux-là qui sont dans l'arbre. Après avoir fini de consommer le fruit, ils s'envolent vers un autre arbre. Et lorsqu'il n'y a plus de fruits là-bas et qu'au premier arbre, il y a des fruits, l'oiseau revient. Donc soyons vigilants, c'est très important. Parole de M. Jules Max Mbouyou. Madame Saint-Iche-Feza, votre conclusion partielle par rapport à la question. Je crois que M. Jules a parlé comme futur candidat, bien sûr. Moi, je crois que le message que je veux lancer peut-être à la population et aussi aux gens qui prennent part en fait à ce scrutin comme peut-être candidat et tout, c'est qu'il faut savoir pour les candidats qu'on ne devient pas candidat parce qu'on veut s'enrichir. La population qu'on veut duper aujourd'hui va nous récupérer après pour nous dire que tu y es allé simplement te faire de l'argent. Aujourd'hui, on le sent que la population congolaise n'est pas la population de 2006, n'est pas la même population de 2011, n'est pas la même population de 2018. La réflexion change. Elle est devenue vraiment assez éveillée dans ce que vous voulez faire, dans réellement vos intérêts, dans ce que vous voulez chercher. Et aussi à la population de leur dire que voter, c'est un droit constitutionnel. Il faut le faire. Mieux vaut y aller, voter et dire, malgré que l'autre est passé, je ne l'ai pas voté peut-être, mais j'avais voté pour le changement. Moi, j'avais voté pour le changement. Il faut qu'on participe. On ne peut pas se dire, je veux que les choses changent, je veux peut-être consolider ce qu'il y a, je veux peut-être que les choses puissent changer, mais je ne fais pas mon devoir de citoyen. Je reste à la maison. En restant à la maison, on ne change rien du tout. Comme quelqu'un qui a dit, si je ne pars pas, on va prendre à ma place, quelqu'un d'autre va voter et puis je veux pleurnicher après. Alors, je vais demander à la population aussi d'aller voter parce que c'est un droit constitutionnel, c'est son devoir en tant que citoyen d'élire les animateurs au niveau national et peut-être provincial aussi municipal. Parole de Madame Saint-Iche-Feza. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons traité de la question en rapport avec les contours de la candidature commune de l'opposition qui devra être d'ailleurs annoncée, parce que les travaux préparatoires ont eu lieu à Pretoria. Nous attendons ce que les opposants vont faire jusqu'ici. Mais nous avons traité de cette question et nous avons analysé directement le processus électoral à ce stade où nous sommes. Nous sommes en pleine campagne électorale. Nous vous disons merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. Merci également à nos invités d'être venus. Monsieur Jules, nous vous disons merci d'être venu. Merci beaucoup à vous, c'est toujours un plaisir de participer dans cette émission. Merci Madame Saint-Iche d'être venue. Merci beaucoup à vous. Vous l'avez compris, nous avons traité de cette question. Nous avons traité de cette question avec Monsieur Jules Max Mbouyou. Il est journaliste. Madame Saint-Iche-Feza également est journaliste. Messieurs et dames, merci de nous rester fidèles. Au revoir.